Salut et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler du bon manager et du mauvais manager. C'est parti! Alors cette vidéo elle est vraiment comme un débrief un peu de ces types de profils que vous allez rencontrer en entreprise. Je vous encourage à vous poser tranquillement, prenez un petit café, mettez-le en audio dans vos oreilles, faites le ménage, faites la vaisselle, faites autre chose. Mais voilà, laissez-vous porter par la mélodie. Donc allez, c'est parti. Alors, le bon manager et le mauvais manager. Le titre fait un peu le bon chasseur, le mauvais chasseur, mais dans le développement, c'est quelque chose d'assez commun, vous allez voir. Alors, avec le temps, j'ai appris à détecter les bons et les mauvais managers. J'ai moi-même été manager et j'ai toujours essayé d'avoir la meilleure attitude vis-à-vis de mes équipes. Alors, commençons par le plus facile. On va essayer de définir le bon manager. Je pense que c'est la personne qui veut aider et qui, très souvent, est en mesure d'aider. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on devient manager, c'est pour gérer les équipes et éviter de mettre les mains dans le cambouis. Moi, je pense que c'est faux, puisque au final, à chaque fois que j'ai travaillé dans des équipes où tout se passait bien, il s'agissait d'équipes qui avaient un manager qui était lui-même technique, même s'il avait levé le pied sur la tech au fil du temps. Mais il était quand même capable de prendre des sujets à bras-le-corps et d'aider n'importe qui sur n'importe quel sujet. Donc je vous parle de managers qui étaient des vrais brutes techniques, donc brutes dans le bon sens du terme, et qui pouvaient gérer n'importe quelle situation. Voilà. Mais ils ne perdaient pas en tête que leur boulot était d'aider chacun à faire sa tâche au mieux, à comprendre et à transmettre à chacun, donc la capacité de faire le travail avec autant d'aisance qu'il a lui-même. Donc j'ai moi-même l'habitude de penser que le véritable leader finalement, c'est celui qui se met en première ligne en temps de guerre et qui montre à tout le monde comment faire. Et de cette façon, non seulement il montre que c'est possible, il ne demande pas la lune, et déjà parce qu'il le fait lui-même, et il rassure tout le monde en montrant qu'on peut compter sur lui, quoi, qu'il est là, et qui poussera le projet quoi qu'il en coûte. Et vous avez peut-être vous-même connu ce genre d'équipe, vous êtes vous-même peut-être ce genre de manager, vous savez de quoi je parle. Maintenant, parlons du mauvais manager. On parle de quelqu'un qui ne fait jamais ou quasiment jamais de technique. Et je dis pas que tous les mauvais managers ne sont pas techniques, attention, c'est pas ce que je dis. Mais le truc c'est que comme il ne fait pas de technique, il ne comprend pas plus que ce qu'il exécute lui-même, et donc, il en résulte un fucking angoissé de la vie, en hyperventilation qui casse les couilles à tout le monde. C'est de ça dont je parle. Vous voyez de qui je parle, vous le connaissez peut-être, ou peut-être que c'est vous-même qui m'écoutez à l'instant. Et donc, comme vous savez que vous êtes mauvais, du coup, au lieu d'être utile à vos équipes, vous vous comportez comme un véritable boulet. D'ailleurs, je dis véritable boulet parce qu'en fait les équipes l'ont bien compris. Étant donné que la personne ne panne rien et qui est d'aucune utilité, lorsqu'il te dit je t'appelle, je t'appelle, c'est pas pour vous aider, mais c'est pour s'aider lui-même. Voilà. C'est vrai que soi-disant il cherche à comprendre, je dis comprendre entre guillemets, le point bloquant, mais rarement pour t'aider. Encore une fois, il s'aide lui-même à pouvoir expliquer à ses supérieurs ce qui se passe, essayer de comprendre la situation parce qu'il perd pied, il n'a peut-être pas pied. Donc voilà, ce genre de profil est véritablement problématique, lourd, inutile pour ces équipes. Ce comportement génère de l'angoisse, de l'agacement, des tensions. Et comme je l'ai dit, les gens savent que cette personne ne va pas vous aider, mais plutôt cherche à prendre des informations pour que dans le meilleur des cas, se protéger lui, et je dis que c'est le meilleur des cas, parce que dans le pire des cas, il va essayer de mettre la pression. Et c'est là où c'est totalement idiot, parce que mettre la pression quand on ne sait pas du tout ce qui se passe, ou que la personne ne peut pas faire 1/10 de ce qu'elle demande aux autres, ça n'a aucun sens. Alors je comprends qu'à un moment donné, il faut toujours des gens pour guider, pour donner une direction, mais il faut aussi le faire, j'imagine, de la bonne façon. Donc dans un système où on va évaluer des profils via des grilles, des métriques aléatoires, ce genre de choses, pour les gestionnaires peu impliqués, voir une mesure qui augmente au fil du temps, au fil des mois, c'est bon signe. Et j'ai déjà vu des métriques qui n'ont absolument aucun sens, comme par exemple
le nombre de merges sur un repository. Parce qu'en gros, moi, tu veux que je te fasse des merges, je te commit un commentaire toutes les 10 minutes, si tu as envie. Et tu vas voir, on va exploser les merges. Donc pour moi, une métrique qui a du sens, c'est par exemple le nombre de features livrées, ou encore le nombre de bugs fixés. Et pareil, pour les bugs, il y a des managers qui pètent une durite et qui sont au bord de la syncope lorsqu'il y a un souci. Entre nous, des bugs, il y en aura toujours. Si t'as pas compris ça, c'est que t'es peut-être pas à ta place en fait. Il va falloir penser à peut-être changer de métier, parce que dans l'informatique, les bugs, il y en a toujours. Parce que si c'était pas le cas, un Microsoft, il fait pas de patch, en fait, quand il livre ses Windows. Un Facebook, il arrête de faire ses mises à jour, en fait. Donc en fait, le bug, j'imagine que c'est le pendant qu'il y a dans le développement. Il y a forcément une partie où on livre des features, en face, on met forcément un bug quelque part. J'imagine, on finira bien par le trouver, mais bon. En tout cas, se poser les bonnes questions, de se dire, voilà, est-ce qu'un scénario nous a échappé? Est-ce qu'il y a un cas qu'on n'a pas identifié, etc. Il y a beaucoup moins de gens qui ont ces réflexes-là. Donc, entre le bon et le mauvais manager, vous pourrez aussi le voir en situation de crise, au travers son comportement, finalement. Et donc, comment faire pour créer une atmosphère saine pour que les équipes s'épanouissent? Lorsqu'on est un manager très technique, je dirais qu'il faut juste se contenter d'être un pilier pour l'équipe, aider, expliquer lorsqu'il y a besoin, rassurer, mettre en confiance les autres et essayer de valoriser leur profil, de les aider à s'épanouir, à devenir encore meilleurs dans ce qu'ils font. Voilà. Si vous n'êtes pas technique, je dirais que même si c'est contre-intuitif, il faut laisser, je pense, plus de marge de manœuvre à son équipe. Pas dans le sens, c'est la foire à la saucisse, tout le monde fait ce qu'il veut, etc. Mais déjà comprendre que les autres sont meilleurs que vous et que vous ferez mieux de vous fier à leur jugement, peut-être, plutôt que d'essayer d'imposer les vôtres sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Et après tout, on fait souvent l'amalgame entre une autorité et une autre. Par exemple, le fait d'être manager n'implique pas forcément que vous avez une autorité technique nécessaire à imposer des choix. On peut désigner un élément technique au sein des équipes et s'appuyer au maximum sur sa vision à lui et ses intuitions. Et puis non, on ne va pas vous voler votre place, parce que, je viens de le dire, il ne faut pas faire l'amalgame entre une autorité et une autre. Gérer l'humain, c'est différent que de gérer la technique. Donc, faire la flippette parce que les gens sont meilleurs que vous, ça veut juste dire que vous êtes tellement nul et inutile que vous vous demandez chaque jour qu'est-ce que vous foutez là, quoi. Sinon, voilà. Alors si c'est le cas, il faut partir, parce que vous êtes probablement toxique pour l'entreprise. Ce qui signifie que vous allez prendre de mauvaises décisions par ego pour essayer de sauver une position plutôt que de vouloir le bien de l'entreprise finalement. Et ça, c'est un sujet que beaucoup de gens ont soulevé, que ce soit Laurent Farjon en tant que chef d'entreprise ou Aldostérone avec une vision un peu plus employée. Je vous encourage à aller regarder sur leur chaîne si ces sujets vous intéressent. Mais je dirais que en entreprise, il y a de nombreuses personnes qui jouent pour leur camp perso et pas pour la boîte. Laurent Farjon parle de faire des recrutements lui-même en tant que chef d'entreprise pour éviter à ses équipes d'évincer les bons candidats pour sauver leur peau. Aldostérone, lui, parle de gens qui vous sabotent volontairement ou sabotent le projet afin que vous n'évoluez jamais. Mais du coup, si vous êtes mauvais mais que vous voulez le bien de la boîte, il y a une façon très simple d'être utile et d'être une brique irremplaçable pour le système. Là, je ne comprends pas pourquoi beaucoup de gens n'y pensent pas. Mais au final, vous pouvez juste être un meilleur leader pour votre équipe, laisser de la place, laisser de l'espace aux autres pour qu'ils s'expriment, créer une atmosphère de confiance pour stimuler les gens par la valorisation d'eux-mêmes, de leur travail et chercher à récompenser les meilleurs. Lorsque l'on inspire la confiance à ses équipes et que l'on est perçu comme une personne inspirante, comme une personne aimable, qu'on le soit, alors qu'on soit mauvais ou pas, ça ne compte presque plus, j'ai envie de dire. Si on ne met pas son nez dans les décisions qu'on ne maîtrise pas, si on laisse les meilleurs décider et opter pour une direction et que l'on valorise ces derniers à leur juste valeur, entre nous, il n'y a pas grand-chose à craindre. Les gens, ils n'en veulent pas à votre boulot. En général, d'ailleurs, en plus, dans les métiers techniques, quand on aime la technique, on reste à la technique.
On veut pas juste changer de métier. Les gens ils vont évoluer, ils vont se dire bon, on va prendre un poste de direction parce que ça va nous permettre de faire un peu des deux, de gérer des équipes et de la technique. Il y a beaucoup de gens très techniques, tu leur demandes d'abandonner la technique, ils vont te dire non. Donc en vrai, les managers, il n'y a pas grand-chose à craindre. Hein. Faut arrêter de flipper, c'est vraiment que je te le dis, c'est vraiment que les gens sont mauvais, quoi. Alors d'ailleurs, s'il y a des comptes à rendre au top management, que vous voulez savoir ce qui se passe finalement, savoir où en sont les équipes, il y a un truc magique qu'on appelle les stand-up meetings. Hein, parce que combien de managers n'ont absolument rien à dire pendant tout un stand-up, ils n'ont rien à demander, mais par contre quand c'est terminé, ils veulent absolument vous appeler, que vous partagiez votre écran, et pourquoi, comme je le disais, c'est pas pour vous aider, parce qu'ils en sont incapables. Et ça, les employés le voient, ils le comprennent, ils comprennent bien que vous ne jouez pas collectif, mais que vous pensiez essentiellement à vous et à votre poste. Donc, posez toutes vos questions dans les meetings qui servent à faire ce fameux état des lieux d'où on en est, évitez les appels toxiques, de prendre du temps à des gens qui ont vraiment besoin de soutien et pas d'un boulet supplémentaire, quoi. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les deux profils de manager, en espérant que ça aide les gens à évoluer dans la bonne direction, à évoluer dans une direction saine pour les autres aussi, parce que les autres comptent. Faut arrêter de penser qu'on est seul, et j'espère que cette vidéo, ou audio, vous a apporté quelque chose. En attendant, portez-vous bien, bon code, et à bientôt.